Hey citoyennes et citoyens, si vous êtes ici, c'est que vous êtes passionnés de science-fiction, ou vous aimez ça un minimum, en tout cas je l'espère, parce que sinon vous devez rien piger à ce que je vous raconte depuis 10 ans. Et si aujourd'hui la SF a gagné quelques lettres de noblesse, c'est en partie grâce à la bande dessinée, et notamment française, qui a eu une influence majeure sur l'ensemble de l'imaginaire mondial de notre genre préféré. Et pour ça, on peut remercier le magazine Métal Hurlant. Métal Hurlant, c'est une revue culte fondée dans les années 70 par Dieudonné, Drouillet et Moebius. Et pour dire les choses clairement, sans elle, de nombreuses œuvres mythiques de la SF auraient eu une autre gueule, voire n'auraient même pas existé, puisque de grands noms tels que Denis Villeneuve, George Lucas et Ridley Scott ont revendiqué un héritage direct à ce magazine. C'est un beau bébé, hein. Et ce que j'apprécie avec ce magazine, c'est la diversité de ce qu'il propose. 300 pages d'histoires courtes, mais aussi d'articles et d'interviews, vous en avez clairement pour votre argent. Mais Métal Hurlant, c'est aussi une thématique particulière à chaque numéro. Le 10e tome est toujours disponible. Il est consacré au grain de sable dans la machine. Ce moment où une infime variation provoque des conséquences gigantesques, comme le fait d'appuyer sur un petit bouton rouge qui déclenche une guerre nucléaire. Oui, c'est un exemple comme un autre. Vous pourrez vous le procurer en l'achetant directement en kiosque et librairie, mais le mieux, ça reste de vous abonner via le lien dans la description. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une réduction jusqu'à 20% par magazine. Allez, faites-vous plaisir. Et maintenant, votre émission. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Je l'ai répété tellement de fois que j'ai l'impression de ne vous avoir parlé que de ça en disant « J'aime particulièrement le post-apo ». Qu'il présente un univers sombre ou bucolique, une touche d'espoir ou un pessimisme exacerbé, je l'aime sous toutes ses formes. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à notre ancien épisode dédié à ce genre si particulier. C'est donc un sujet que j'ai maintes fois abordé sur la chaîne, et c'est pas fini puisque le nouveau Mad Max va pas tarder à sortir à votre époque. Mais il y a une œuvre post-apo majeure dont j'ai étonnamment très peu parlé, Fallout. Fallout, c'est une série mythique du jeu vidéo de science-fiction, composée de nombreux jeux, on ne retiendra que ceux de la série principale, à savoir les épisodes numérotés de 1 à 4, en y ajoutant le fameux New Vegas. Le monde de Fallout se déroule au 23e siècle, mais pas n'importe lequel, puisqu'ici nous sommes dans le futur d'un monde où l'énergie atomique est devenue la base de toutes les technologies dans les années 50. L'un des nombreux changements qui fera que la société évoluera différemment de la nôtre, jusqu'à la date fatidique de 2077, où une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Chine annihilera presque toute vie sur Terre. Nous sommes donc dans de l'Uchronie post-apocalyptique, un savant mélange qui donne à ces jeux un caractère bien particulier. Sur son aspect post-apo déjà, Fallout nous dépeint un monde rude, immoral, où la vie n'a que peu de valeur. Un aspect qui sera appuyé par le personnage que l'on incarne. En effet, bien souvent, nous sommes un habitant d'abri, c'est-à-dire le descendant de celles et ceux qui ont survécu à l'apocalypse en se réfugiant dans des bunkers anti-atomiques construits par la société Voltec. Ayant donc été protégés toute notre vie, nous sommes ingénus face à l'horreur du monde. Un choix qui rend cet univers encore plus intéressant, puisque les jeux offrent une grande liberté d'action et de dialogue qui permettra de faire évoluer notre personnage comme on l'entend. Mais tout cela, c'est relativement classique dans le post-apo. Et même si j'apprécie grandement Fallout pour ses éléments, ce n'est pas ce qui lui donne son ambiance unique. Non, c'est plutôt son versant uchronique qui participe à cela. Le côté sombre du post-apo est contrebalancé par un décalage bienvenu qui est en grande partie dû au fait qu'on soit face à une uchronie. Que cela soit dans les musiques enjouées des années 50 qui accompagnent vos pérégrinations, dans l'esthétique rétro-futuriste des objets et de l'environnement qui servent une satire de la société de consommation, ou encore dans le 3e degré des différentes quêtes. Vous vous retrouverez souvent face à des situations ubuesques, des personnages hauts en couleur et des histoires comico-tragiques. Ainsi, Fallout est contrasté, et c'est ce que j'apprécie dans cet univers, car je suis un grand fan de la saga, j'adore, je kiffe, je me suis éclaté dessus. Ouais, enfin surtout sur Fallout 3 en vérité. Eh oui, car en toute honnêteté, si j'ai bien dû passer au moins 250 heures sur le 3e jeu, je n'ai malheureusement que très peu touché aux autres. À l'époque de Fallout 1 et 2, j'avais pas de PC. Quand New Vegas est arrivé, j'avais pas le temps, j'ai dû y jouer 3 heures max. J'ai joué un peu à Fallout Shelter aux toilettes, et j'ai tout de même dû passer une bonne 60aine d'heures sur Fallout 4, mais pareil, lors de sa sortie, j'avais peu de temps, et j'ai fini par m'en lasser. Notamment à cause de ces putains de colonies de merde qui se faisaient tout le temps attaquer. Le jeu me foutait jamais la paix. Fallait toujours aller, aider un endroit ou un autre. J'en ai ras le cul. Déjà que je fouille chaque putain de recoin de la map, si tu me rajoutes ce genre de mission aléatoire à la con, mais jamais j'avancerai dans la quête principale. Ça m'a saoulé. Et je sais pas si mon jeu était buggé, mais plusieurs fois, les chefs des différentes factions, là, ils m'envoyaient aux mêmes avant-postes pour les libérer. C'est bon, j'ai assez donné, ils peuvent le garder mon gosse. Bref. J'ai bien tenté de faire le 2e jeu il y a 6 ans, mais là encore, pas le temps. Et jamais je jouerai au 76. J'ai cru comprendre qu'il fallait pas. C'est donc plutôt en connaisseur des jeux les plus récents et les plus connus du grand public, il faut le dire, que je me présentais face à cette série Fallout produite par Prime Video. Et franchement, au début je trouvais ça vraiment moyen, voire très bof, puis au final, il y a des trucs pas trop mal. Oui bon je sais, c'est pas un avis très tranché, mais on est là pour aller un peu plus loin, donc allons-y.
La série est réalisée par Jonathan Nolan, un homme qui en plus d'être le frère de Christopher, affiche tout de même un joli palmarès puisqu'il a coécrit la plupart des films de son aîné, de Memento jusqu'à Interstellar, pour ensuite officier comme créateur, réalisateur et producteur de Person of Interest et surtout Westworld. Tiens, faudrait qu'un jour je termine le dernier épisode de la première saison, ça vaut peut-être le coup. Je sais pas. Il revient ici avec cette même triple casquette pour l'un des produits d'appel les plus importants de l'année 2024 pour Prime Video. Fallout, la série donc, nous emmène en 2296. Nous y suivrons 3 personnages principaux. Lucy, une habitante de l'Abri 33, Maximus, un aspirant de la Confrérie de l'Acier, une organisation qui cherche à préserver des artefacts technologiques de l'Ancien Monde, et enfin la Ghoul, un chasseur de primes mutant, sans foi ni loi. Chacun d'entre eux aura sa propre quête. Lucy partira dans le monde extérieur à la recherche de son père enlevé par des malandrins post-apo. Maximus s'appliquera à trouver sa place au sein de sa faction, et la Ghoul voudra découvrir où se trouve sa famille. Ces 3 histoires se croiseront évidemment avec en toile de fond un mystère qui date d'avant la guerre nucléaire. Je n'attendais pas particulièrement cette série, surtout parce que je suis de plus en plus dubitatif face à l'intérêt que représentent les adaptations d'univers vidéoludiques. J'en avais notamment parlé dans la vidéo sur The Last of Us. Pour vous résumer l'idée, à histoire égale, la précision est importante, je considère que les jeux vidéo par nature nous impliquent davantage émotionnellement que leurs adaptations audiovisuelles, car en jouant, nous sommes acteurs. Nous contrôlons le personnage, nous sommes davantage projetés dans celui-ci. L'identification est plus forte. J'étais donc curieux de voir où la série allait se diriger, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont pas pris la tête, hein. Copier, coller, merci, au revoir. Bon, déjà au niveau de l'univers, ils ont respecté à la lettre le cahier des charges. Il y a des références et des easter eggs toutes les 2 secondes, les décors s'inspirent des lieux mythiques de Fallout 3 et 4, les créatures mutantes de l'enfer sont là, et certaines scènes d'action sont pensées de telle manière qu'elles nous rappellent le système de combat SVAV. On a compris, ils ont joué au jeu, très bien. Mais c'est aussi au niveau scénaristique que les similitudes sont grandes. La quête du père de Lucy, c'est l'histoire de Fallout 3. La recherche de la famille de la Ghoul, c'est celle de Fallout 4. Et aller dans des abris qui ont un lourd secret à cacher, c'est l'une des grandes forces des jeux. Souvent, vous tomberez sur un abri random qui était en fait le lieu d'horribles expériences. Et tout le plaisir résidera dans le fait de découvrir la vérité en enquêtant. On a donc exactement les mêmes schémas que dans les jeux, ce qui n'est pas négatif en soi, mais c'est important de le noter, parce qu'au final, la série ne crée pas grand-chose de nouveau. Elle n'a pas sa propre identité. Et c'est quelque chose que je lui reprocherais davantage qu'un Last of Us, par exemple. Puisqu'ici, même si ce sont les mêmes schémas narratifs et de lore, la série n'est pas une adaptation stricto sensu d'un des jeux de la saga Fallout. À mon sens, elle est alors tenue de proposer autre chose, et notamment des nouveautés qui s'ajouteront au lore global. C'est comme ça qu'on doit penser toute création en fait, comme une feuille blanche, pas comme un papier calque. Et puis je trouve que la série souffre d'autres aspects. Tout d'abord, une direction artistique trop propre. Dans les jeux, c'est sale, ça pue, c'est irradié, c'est vieux. On sent la rouille et la moisissure à chaque instant. Dans la série, tout est trop joli, même quand c'est censé ne pas l'être. À aucun moment je n'ai ressenti le caractère réellement apocalyptique des Terres Désolées. Rien que le nom, les Terres Désolées, ça veut dire quelque chose. Bah va falloir les chercher, parce qu'on sera souvent dans une forêt absolument luxuriante, bien loin de ce que nous présentaient les jeux. C'est dû aussi à l'étalonnage. C'est trop coloré, trop nickel. Et à la limite, ça se justifie parfaitement lorsque l'on est dans les abris. Non seulement du fait de la nature factice des sociétés qui y sont créées, mais aussi par contraste avec le monde extérieur. Je trouve que c'était tout à fait cohérent de donner un aspect un peu carton-pâte à cet environnement. Il y a comme une ambiance publicitaire, qui est raccord avec la thématique de la surconsommation des Fallout. Tout est ok à ce niveau-là. Mais bordel, à l'extérieur on est censé être dans un monde à l'agonie. À quel moment c'est le cas quand t'as des arbres feuillus et des lacs d'eau claire ? Oui, je sais, vous allez me dire que tout ça c'est irradié, etc. Peut-être, mais toujours est-il que symboliquement, par son seul aspect esthétique, on n'y croit pas trop. Et puis vous m'excuserez, mais les gens qui vivent dans cet environnement, je les trouve pas si atteints. Et vas-y qu'on a toutes nos dents, et on vit jusqu'au vieux, apparemment, hein. Bon, même si c'est vrai que j'en sais rien, ça se trouve, elle a 30 ans cette dame. Mais même les ghouls sauvages ne sont pas vraiment répugnantes. On voit le maquillage, tout simplement. En comparaison à The Walking Dead, c'est quand même triste. Il y a un côté kitsch dans cette espèce de post-apo ensoleillé qui tranche énormément avec la direction artistique des jeux. Un kitsch qu'on retrouve dans certains personnages assez grotesques dans leurs réactions. Je sais que c'est dans l'esprit des jeux d'être un peu dans ce registre, mais je trouve qu'ici c'est pas exactement pareil. Dans les jeux on était dans la satire, là on est plus dans le cartoon. La différence elle peut paraître minime, mais elle est importante, car j'ai l'impression que la série ne se prend pas du tout au sérieux. Or on peut tout à fait être satirique, tout en étant très premier degré sur les messages qu'on veut faire passer, ou l'univers qu'on souhaite dépeindre. Et au-delà du kitsch, ça donne aussi un côté un peu cheap à l'ensemble. Pourtant, il y a des moyens, faut pas déconner, mais peut-être pas assez, ou bien il a été mal utilisé. Parce que j'ai le sentiment d'un manque de finition. Dans les objets, les décors, le nombre de figurants. Tenez, regardez là, cette porte. On se doute tous qu'elle a pas été fabriquée en métal. Mais il faut qu'on y croie. Raté. Hop, gros plan sur la porte qui nous montre bien les stries du bois.
Après, je reconnais que je suis peut-être un peu conditionné par les différents tournages Nexus 6, où nous aussi on utilise des props, des décors de ce type. J'ai peut-être un peu trop l'habitude pour me laisser réellement embarquer. Mais ce manque de finition, je le ressens aussi dans la narration et la mise en scène. Prenons ce moment où le Dr Wilzig s'échappe de l'enclave. Ici, on cherche à nous faire comprendre qu'il avait tout préparé à la lettre et que tout se passe bien. Sauf que, pour une raison qui m'échappe, ils ont décidé de conclure la séquence par ce moment où une tourelle le détecte et ouvre le feu. Ça se passe de commentaires. Ils sont à peine à 10 mètres et aucune balle ne les touche. C'est quand même un peu pourri, faut l'avouer. Du coup, je m'interroge. Pourquoi ? Eh bien, la seule justification que je trouve, c'est un easter egg gratuit pour montrer cette tourelle qui est tirée des jeux. On a donc une séquence mal mise en scène, dont les effets spéciaux ne sont pas incroyables et qui ne représente aucun intérêt narratif, puisque le mec allait de toute façon s'enfuir sans encombre et sans que l'enclave ne se lance à sa recherche. Juste pour nous montrer une putain de tourelle et que les fans soient contents. Mais ça sert à rien. Et des moments comme ça, il y en a plein. Vous savez, la série Fallout, elle me renvoie à un film que beaucoup ont oublié. Ce film, c'est le livre d'Eli avec Denzel Washington, Mila Kunis et Gary Oldman. Et bien lors de sa sortie, j'avais trouvé que c'était une parfaite adaptation non officielle de Fallout. Sorti en 2010, à peine 1 an et demi après le 3e jeu, on sentait clairement la filiation, tant dans certaines références que dans l'ambiance générale du film. Un univers sale, avec un petit côté cheesy mais mieux maîtrisé, de l'action, un peu d'humour, une légère critique du pouvoir, tous les ingrédients étaient là. Attention, je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film d'action qui fait partie de mes petits plaisirs. Regardez-le si c'est pas déjà fait. Et au moins dans le livre d'Eli, il n'y avait pas une édulcoration globale de l'univers qui nous était présenté, alors que je trouve que c'est complètement le cas dans Fallout la série. Et pire, c'est qu'on essaye de nous faire passer la pilule avec un écran de fumée, du gore. Ah ça, des giclées de sang et des mutilations, il y en a. Ils se sont pas gênés. Mais bon, souvent ça n'a aucun intérêt réel, surtout pour les personnages principaux, puisque quand ça doit leur arriver, hop, on les soigne à peine quelques minutes après, réduisant à néant l'émotion qui avait été générée pour le spectateur. Règle numéro 42 du scénario, quand on estropie un personnage, on le laisse comme ça. Jamie Lannister en sait quelque chose. En plus de cet aspect gratuit, ce qui me dérange vraiment avec ce côté gore, c'est qu'il n'est là que pour tenter de nous faire oublier une triste vérité. Il n'y a rien de véritablement dérangeant dans l'univers de Fallout la série. Oui, les gens s'entretuent, mais c'est pas pire que dans un lycée américain. Oui, on essaye de se voler les uns les autres, mais c'est pas ce que j'appellerais une menace majeure dans un monde sans repères. Oui, il y a une faune un peu agressive, mais allez vous balader dans les grands espaces du Nord canadien et on verra ce que vous penserez de votre rencontre avec un grizzly. Tout ça, c'est trop convenu, parce qu'on parle quand même d'une série de jeux où tu pouvais, entre autres, vendre des enfants en esclavage. C'est pas la même chose. Bon, par contre, ne faites pas ça. C'est pas rentable dans cette galaxie. Il faut savoir que les puristes de Fallout 1 et 2 avaient déjà reproché au 3e opus d'être édulcoré par rapport aux jeux originaux dans un souci d'ouverture à un public plus large, un chemin que suivra le 4e jeu. Et la série étant clairement plus proche du 3 et du 4 que des 2 premiers, on pouvait s'attendre à ce que les aspects sombres du lore soient moins présents. Mais là, je trouve qu'ils y sont allés un peu trop fort. Du coup, la série s'adresse surtout à un nouveau public, celui qui ne connaît pas ou très peu Fallout. Mais là encore, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous appréciez les références et les easter eggs et que ça vous suffit, grand bien vous fasse. Mais perso, c'est plus suffisant. Lorsqu'on parle d'adaptation, je suis avide de nouveautés, de détournements, de trahison même de l'œuvre originale. Pas de reste réchauffé. Mais c'est une question d'équilibre, parce qu'il faut garder l'âme de l'œuvre, notamment dans ses thématiques, dans ce cas-là de plus dérangeant. Parce que si la création n'existe plus que pour l'autocitation et ne sert plus qu'à vous faire réagir comme ça, eh ben c'est pas très intéressant, n'est-ce pas? Même ce que je viens de faire, c'en est l'exemple parfait. J'ai imité un même connu en espérant générer chez vous une émotion. Même en admettant que ça ait réussi, bon, c'est pas certain, bah c'est facile et assez feignant comme procédé. Et c'est dommage, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas à jeter dans cette série, loin de là. Alors pour une fois, terminons sur une note un peu plus positive, voulez-vous. Déjà, j'ai apprécié le positivisme. Tu veux faire l'amour? Tu veux dire avec ma queue? Oui. Et la naïveté du personnage de Lucy, car dans le cadre du post-apo, il est aisé de faire sombrer son personnage principal dans un cynisme facile, et ça n'a pas été le cas ici. Un vrai bon point, rafraîchissant, en plus appuyé par le très bon choix de la comédienne Ella Purnell, que je trouve très bonne dans le rôle. D'une manière générale d'ailleurs, ça joue pas trop mal. Mention spéciale à Walton Goggins, dont le talent n'est plus à démontrer, et qui campe une goule tout en contraste. J'ai franchement apprécié et la prestation, et le personnage. Du coup, j'ai passé un bon moment à découvrir le récit de son passé, son évolution, avec une première scène réussie qui installe bien l'univers, le péril nucléaire à venir et l'attachement entre le père et sa fille. Efficace. J'ai aussi apprécié les parties dans les abris 31, 32 et 33, avec l'enquête du frère de Lucy, le mystère qui entoure ce trio de silos, les élections pour désigner un nouveau directeur. Ça m'a presque donné envie que la série ne se passe que dans ce cadre. Et c'est là où la série apporte quand même quelques nouveautés. Et tant mieux, notamment avec la révélation finale sur le rôle qu'a joué Voltec dans la guerre, et que je ne vous spoilerai pas pour une fois, et qui est tout à fait cohérente avec l'aspect critique des conglomérats industriels qu'avaient les jeux. Une révélation qui est nouvelle dans le lore de Fallout. Ça fait du bien.
Vous voyez, respecter tout en proposant quelque chose qui change ne serait-ce qu'un petit peu. Et au final, j'ai une impression un peu mitigée. Parce que si c'est pas parfait, j'ai bien conscience que les éléments qui m'ont dérangé sont plus dus à un système de production qui ne laisse plus vraiment la place à la prise de risque. À votre époque, il y avait de tels enjeux économiques lors de ce type de sortie que ça devient presque utopique de ma part d'espérer ce genre de position artistique. Attention, j'ai pas envie de faire le deuil de cette exigence, loin de là. Mais des fois, je me demande si je me rajoute pas des problèmes à ne serait-ce qu'oser espérer que des séries de ce type prennent un chemin plus ambitieux. C'est tout simplement pas l'objet créatif destiné à ça. Le problème, c'est qu'à votre époque, on ne proposait plus grand-chose d'autre. En conclusion, j'ai passé un bon moment, donc je vous conseille tout de même de regarder Fallout. Surtout si vous ne connaissez pas cette franchise, et si ça vous donne au moins envie de jouer au jeu, ce sera déjà ça de gagné. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche si vous ne voulez manquer aucune vidéo. Et n'hésitez pas également à nous soutenir sur Tipeee si vous souhaitez que le Nexus 6 continue à voler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao. Why do you try to waken memory? Why talk about the days that used to be? You say you love me, but you know that's not true. I can't forget the tears I shed over you. I told you once that there would come a day